Il nous reste quelques minutes, on va parler avec Bruno Vicaire. On va poursuivre notre débat sur le e-sport et on peut applaudir Bruno qui est CEO de l'agence Dash-In. Bonsoir Bruno. Alors, bonsoir à tous. On passe un peu après tout le monde. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais on tenait à vous faire parler ce soir de votre vision du gaming, du e-sport et de la publicité. Peut-être qu'on va se présenter. Je disais CEO de l'agence Dash-In, mais c'est que l'une de vos casquettes. Il y en a plusieurs. Oui. Exactement. Donc, moi, je suis spécialisé dans le traitement de la chaîne de valeur sur le marché e-sportif plutôt événementiel. Donc, avec 3 entités. La première étant une agence de conception événementielle qui accompagne des grands organisateurs et des grands éditeurs dans la réalisation de gros événements plutôt à audience internationale. Dernier fait d'armes, ça va être le Gamers 8 en Arabie Saoudite à Riyad. Donc, événement, pour vous donner un petit KPI, avec 45 millions de dollars de cash prize à gagner. Donc, ça vous donne un peu le poids et les responsabilités de joueurs quand ils doivent jouer. C'est motivant, en tout cas. Voilà. Effectivement. Ouais. C'est plus qu'au Roland Garros, c'est plus que beaucoup de sports. Voilà. Et la tendance tend à ce que ça augmente encore dans les années à venir. À l'époque, c'était Dota avec plus de 30 millions, même un peu plus. À gagner sur un seul jeu. Bon, là, c'est réparti sur 8 jeux différents, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Une deuxième agence, une société événementielle, donc là où je suis directeur commercial, qui se situe à Paris, et je vous invite à venir voir si ça vous intéresse. Donc, c'est l'eSpot, donc qui est un lieu de 2000 mètres carrés spécialisé dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Donc, on traite à la fois la verticale gaming amateur et à la fois l'e-sport amateur, semi-pro et professionnel. Donc avec l'accueil de quelques grandes compétitions, dont la LFL avec GameWorld. Et la dernière agence, donc qui est une agence Dash-In, qui va traiter tout ce qui va être influence gaming et accompagnement de joueurs professionnels et d'influenceurs sur le marché commercial, avec des traitements de contractuels pour les marques. Alors Arnaud nous a déjà un petit peu parlé de ce phénomène e-sport. Est-ce qu'on pourrait compléter un peu ce qu'il a dit, parce que c'est une dynamique assez extraordinaire depuis quelques années, avec cette combinaison entre des joueurs professionnels et puis des audiences colossales sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ça a débuté avec l'avènement du jeu vidéo. En fait, immédiatement, la nature humaine a fait qu'on pouvait se battre sur un ordinateur ou une télé à l'époque. Ou des bornes d'arcade. On s'affrontait une sorte de tennis déjà, il n'y avait pas de spectateurs à l'époque. Non, le tout premier tournoi, c'est en 1970, donc sur PDP 10, donc à Oxford. Donc c'est vraiment... ça date et on n'était pas là. 3 ans. Ouais, c'est vraiment le tout premier tournoi référencé, donc qui est vraiment avec 10 machines et ça faisait un petit tournoi où effectivement il n'y avait aucune diffusion, il n'y avait aucun mécanisme d'audience. Ensuite, on va avoir vraiment une audience plutôt nationale en 1980, donc sur Space Invader aux États-Unis. Voilà, où là on vient arriver dans un lieu, dans un mall, dans un endroit un peu plus spécifique, où on va retrouver des dynamiques sociales avec des rencontres de gens, des rencontres de joueurs et un petit peu de cash prize. Et vraiment l'avènement de l'e-sport est arrivé avec l'arrivée donc de Twitch, qui arrive en 2010 avec une évolution marquante aux alentours des années 2012, et où là on va venir diffuser et rendre accessible au plus grand nombre l'e-sport, et où on va sortir l'e-sport d'un lieu physique pour le mettre sur un lieu numérique, et ce qui fait augmenter derrière la visibilité et donc qui engendre tout ce qui va être structuration par l'apport de capitaux extérieurs. Et donc c'est le début de la professionnalisation des joueurs, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Exactement, ouais. Ça va être à peu près ça, avec la sortie phare de très grands jeux vidéo, avec l'attractivité de certains pays dans le monde qui ont été précurseurs sur la cible. Et sur des pays asiatiques, oui, la Corée du Nord. La Corée du Sud. Corée du Nord, pas du tout. Corée du Nord, je ne sais pas s'ils ont accès à Internet, mais la Corée du Sud, ils sont très actifs. Ah oui, qui sont extrêmement actifs. On a depuis quelques années maintenant, c'est le premier ou le deuxième divertissement du pays. Donc après le baseball, et encore ça se bat un petit peu. Donc le samedi, ils vont voir le baseball, le dimanche, ils vont voir des matchs d'e-sport en famille. Donc c'est vraiment... Et qui remplissent des stades avec ces compétitions. Oui, ils remplissent des stades, et même ils ont eu, il y a 5-6 ans, des réflexions de construction de stades autour de l'e-sport, où en fait ils vont pouvoir avoir des stades hybrides. Et alors là, c'est en train de nous arriver, nous, en pleine phase partout en Europe, aux États-Unis, etc. Ils sont en train de créer justement des arénas qui permettent d'accueillir tout type de compétition, des concerts, des matchs de sport et aussi de l'e-sport.
Et on le voit, on l'a vu avec la Nanterre Arena qui peut avoir son La défense. son avec, blason qui descend. avec potentiellement des dizaines de milliers de personnes réunies comme pour un match de foot. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est la première dimension, audience locale sur l'événement, mais il y a cette deuxième dimension grâce aux plateformes de streaming et aux réseaux sociaux, et là, on change de dimension. On change totalement de dimension. On parle de dimension internationale immédiatement. En fait, on peut venir casser les barrières à partir du moment où l'organisateur, lui, le permet. Parce que maintenant, ça va être la barrière de la langue qui va empêcher. Et on voit très bien tous les gros organisateurs, Riot étant, on va dire, l'organisateur principal, donc Riot, studio de développement de League of Legends, de Valorant et d'autres licences, mais League of Legends étant la première, qui va caster ces Worlds de League of Legends dans différentes langues, donc l'immense majorité des langues mondiales, diffusées sur toutes les plateformes et pas uniquement sur Twitch. Donc Twitch qui va adresser, on va dire, à peu près 70% du monde, pas en termes de surface, mais derrière, on va avoir Blibli, par exemple, qui va adresser tout le continent chinois, et qui sont les premiers à avoir acheté littéralement des droits de diffusion. Donc, à contrario à tout le reste du monde, et où là, il n'y a pas de financiarisation des droits de télé. Et on peut donner des chiffres en termes d'argent, en termes d'audience, les derniers chiffres, c'est 100 millions d'audience sur la... 100 millions. C'est la phase finale de League of Legends, on a 100 millions d'audience. Si je dis pas de bêtises, mais une finale de Super Bowl aux États-Unis, c'est pas aussi 100 millions? C'est à peu près la même chose. Ouais. On est à peu près au même scope. En 10 ans, ça a déjà rattrapé le foot US. Ouais, tout à fait. Alors, attention, il faut nuancer un petit peu cette stat-là. C'est que le Super Bowl, on est sur un match de quelques heures. Les phases finales de League of Legends, on va être sur plusieurs jours et plusieurs matchs. Nuançons, c'est quand même des beaux chiffres. Mais voilà, ça reste quelque chose de très intéressant, et avec une audience qui l'est tout autant. Alors, j'imagine évidemment que de tels événements attirent maintenant massivement les marques. Hein. On en a déjà effectivement rapidement parlé avec Arnaud, mais il y a une vraie dynamique. On peut faire un parallèle avec les grands sports type foot US. Ah bah tout à fait, et on va le voir par des marqueurs qui sont très simples. En fait, maintenant, les agences, il y a encore quelques années, maintenant il y a des agences spécialisées, mais des agences qui vendent les contrats de sponsoring pour les grandes équipes e-sport sont celles qui vendent les contrats de sponsoring pour les grandes équipes sportives. On citera par exemple Sport5 qui vend actuellement une régie officielle de 8 clubs de Ligue 1 et qui commercialise les équipes Carmine Corp qui vont apporter à Solari, donc c'est eux qui ont fait l'intégration de plusieurs grandes marques. À l'époque, pour ceux qui se souviennent, Justin Bridou chez Solari, ça va être eux. Choupa Choups chez Carmine Corp. Justin Bridou, le saucisson. Ouais, le saucisson, voilà. On parlait de non endémique, effectivement, donc c'est quelque chose qui a été fait. Et c'est d'ailleurs les premiers annonceurs non endémiques qui sont arrivés sur le secteur. Donc ça a été parfaitement dit par Arnaud auparavant avec les annonceurs très endémiques, donc équipementiers PC qui sont arrivés en tout premier. Ensuite les équipementiers périphériques et ensuite on va le saucisson. Oui, donc la food et la boisson, et ensuite on va avoir d'autres marques qui découlent, l'automobile beaucoup, et maintenant beaucoup d'assurance et de banque. Et concrètement, sponsoriser une équipe, c'est sponsoriser leur maillot, avoir des pré-rolls sur les vidéos. Voilà, alors il va y avoir différents formats en fonction des packages de sponsoring, exactement de la même façon. Et alors là, on n'a pas réinventé la roue, hein, on a vraiment copié-collé le système sportif qui existe. Hein. Et donc, on va avoir différents types de livrables avec des logos maillots et des valorisations en fonction de d'où on va poser le maillot et on va poser le logo. Alors, bizarrement, c'est pas la même valorisation entre l'e-sport et le sport parce que un joueur e-sportif, il va être coupé au niveau des épaules, donc on va valoriser fortement la face avant comme d'habitude. Mais après, c'est surtout les logos épaules ici qui sont visibles tout le temps en POV, contrairement à des logos dans le dos, etc. Pour les rugbyman ou sur les fesses, pour les rugbyman, chaussons. On vous aime pour le Stade Toulousain, bien sûr. On les connaît, effectivement, qui sont très visibles. Là, c'est pas le cas. Voilà, malheureusement, dans l'e-sport, donc il y a quelques codes qui changent, mais sinon ça c'est sur la tenue du joueur. Voilà. Évidemment, plein d'autres formats. Il va y avoir tout l'externe, donc effectivement, activation via des réseaux sociaux sur ce qu'on appelle des OPSP. Donc des joueurs qui vont arriver sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont leur propre communauté, ces joueurs. Hein. Tout à fait. Et on est sur maintenant, effectivement, une hybridation de la star, mais comme on le voit aussi au foot. Hein, Mbappé, ça reste une grande star qui peut être influenceur à lui tout seul. Il part du PSG, il s'en fout, il peut vendre des contrats publicitaires sans aucun problème. Mais là, on va avoir exactement la même chose de la part de certains e-sportifs. Certains y arrivent, d'autres non, ça dépend des joueurs. Et ils vont arriver à créer leur propre communauté, à lancer leur propre campagne marketing. Alors, ils sont accompagnés par des agences, parce que c'est pas leur métier. Mais ils vont pouvoir activer justement dans le cadre de leur partenariat et de leur travail dans une structure, ils vont pouvoir accompagner les partenaires de ces structures-là à engager auprès de cette communauté, à engager sur les messages commerciaux, les messages sociétaux que vont porter ces marques. Quelques mots de conclusion. Les perspectives pour le e-sport, elles sont radieuses. On sent qu'il y a une dynamique
Il y a une croissance très rapide là depuis une dizaine d'années et ça va peut-être un jour rattraper les grands sports qu'on a tous en tête. Alors rattraper les grands sports, ça c'est effectivement le mot très beau, très optimiste que l'on peut avoir. Au moins essayer de les égaler, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Bon, à très long terme, pourquoi pas. Il y a quand même quelques barrières qu'il va falloir franchir. La principale, et on s'est parlé de Mastercard qui accompagne le Nexus Tour, donc le Nexus Tour anciennement l'Open Tour, et ça c'est très important. Mais en fait, ça va être l'accompagnement du milieu amateur. Donc, ce que va fournir une fédération dans le sport. Donc accompagner et financer la pratique amateur via la vente de droits. Il n'y a pas encore assez de joueurs pro, donc ça n'existe pas. Faut faire ce travail. Ça n'existe pas, donc c'est de l'engagement de la part des joueurs qui sont absolument pas accompagnés. Formation au football. Exactement. Et donc là, c'est vraiment, on va se battre, on va participer à des compétitions, essayer de se faire détecter, et après arriver à rentrer dans des clubs de division 2, de division 1, de division 3, ça va dépendre de. En tout cas, le cercle vertueux est amorcé. Oui. Voilà, mais il faut arriver à maintenant réduire les dérives, réduire les dangers pour ces jeunes-là, parce que les jeunes joueurs, hein, on le voit, ils sont de plus en plus jeunes. Hein. On a chez Vitality un petit jeune qui a juste cartonné sur un jeu qui s'appelle Rocket League, qui s'appelle Zen. Donc, il participait à des compétitions sur lesquelles il n'avait pas le droit, selon les CGU du tournoi. À l'époque, il avait 13 ans. Ouais. Il s'est fait sortir pendant 2 ans. Il avait interdiction de jouer au jeu. Bon, il s'est entraîné sous des comptes cachés. Il arrive à 15 ans, il rentre chez Vitality, il gagne les championnats du monde. Le Mbappé du e-sport. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Comment il s'appelle ? Donc c'est Zen. Et il vient de gagner, là, il y a quelques mois, les championnats du monde. Bon, il a perdu au Gamersgate pour des raisons sombres et obscures que l'on ne citera pas. Mais voilà, donc il est en passe de devenir l'un des très grands porte-drapeaux français de l'e-sport, en tout cas. Et on en a d'autres. Hein. GameWard en font partie, Géo. En tout cas, on sent qu'il y a un très bel écosystème déjà en France. Merci Bruno Vicaire pour cet éclairage sur l'e-sport. Bruno Vicaire, CEO de l'agence Dashin. Merci beaucoup.